Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette conférence dont le titre a dû vous inspirer, j'imagine, Liberté de louer ou louer en liberté. Le sujet, vous l'imaginez, est très vaste, on pourrait presque l'aborder sous un angle philosophique, mais comme on n'a pas convoqué Bergson, que Nietzsche a pris la ligne 7 au lieu de la ligne 9 et que Platon avait un agenda surbooké, on se contentera du volet économique de cette thématique qui nous réunit. Pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Gabi Olmeta, je suis journaliste et il m'arrive d'enseigner à l'université d'Aix-Marseille, d'où la pointe d'ail que vous aurez certainement notée dans l'accent. Est-ce qu'il est possible de tout louer? Non, bien sûr. Est-ce qu'il faut respecter quelques démarches préalables? Bien évidemment, cela va sans dire, mais ça ira mieux en le précisant. Les réglementations en matière de location sont-elles devenues trop lourdes au risque de paralyser le marché, voire même de dissuader le bailleur? Où est la liberté de louer quand les loyers sont encadrés? Voilà quelques questions qu'on va se poser. Il paraît que point de liberté sans sûreté, ce qui nous amènera forcément à évoquer la question de la garantie du bailleur. Voilà quelques thèmes qu'on pourrait aborder. La parole vous sera bien évidemment donnée après que nos invités que je m'en vais vous présenter nous auront livré sur chacun de ces thèmes leur analyse. Alors, qui est autour de moi? On va commencer quand même par Laure Bourgoin, qui est chargée de mission à la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, plus connue sous le nom de CLCV. Laure Bourgoin. Denis Bunel, qui est président de la Chambre des propriétaires, dont vous verrez qui n'est pas forcément d'accord avec Madame Bourgoin, ce qui pourtant semble difficile quand on la regarde. À la droite de Madame Bourgoin, on a Emmanuel Borel. Alors, c'est un représentant de l'UNIS. Sur le fronton de son cabinet, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, qui est signée Dupont de Nemours, « Point de propriété sans liberté, point de liberté sans sûreté ». Donc, il va être forcément inspiré sur le thème qui nous réunit. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, Monsieur Étienne Ginaud, qui est le président de l'UNIS et qui, vous le savez, est à l'origine de cette manifestation. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3 chapitres pour essayer d'organiser nos débats, avant encore une fois de vous donner la parole. Premier thème, on pourrait, si vous en acceptez l'idée, et si vous ne l'acceptez pas, c'est pareil, parce que c'est ce que j'ai prévu, on pourrait s'intéresser au volet un peu technique des choses et par exemple commencer ce chapitre sur les libertés qui pourraient être entravées dès l'état des lieux. Est-ce que lorsqu'on loue un bien, bon je ne vous apprends rien, il y a un état des lieux à réaliser, il paraît que cet état des lieux doit changer, c'est une première petite contrainte pour le bailleur. Étienne Ginaud, est-ce que vous avez des informations à nous livrer sur ce que pourrait envisager la loi dans ce volet état des lieux? Déjà. Alors ce qu'il y a dans la loi, je ne suis pas devin et ce n'est pas faute d'avoir fait passer des messages à Madame Duflot, à son cabinet, au ministère, pendant de nombreux mois. Et nous n'avons aucune idée de ce qui va être dans la loi. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que dans une notion d'état des lieux, il y a une notion de décence. Et je pense que toutes les parties en présence pourront être d'accord pour dire que la décence, c'est une chose, la façon de la déterminer en est une autre, sauf quand on va dans les excès. Le superluxe et l'indécence, ça se définit. Ensuite, il faut une grille qui soit réaliste, de telle sorte que les loyers puissent aussi être fixés en conséquence. Il n'est pas normal aujourd'hui que dès lors qu'un appartement, un logement, une maison est considéré comme étant décent d'une façon un peu arbitraire, les loyers puissent être tous à la même enseigne. Il y a une notion subjective aujourd'hui qui n'est pas réglée et qu'il faut régler. L'état des lieux est fondamental pour déterminer s'il y a décence et ensuite la catégorie du loyer puisqu'on veut les encadrer. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il est prévu de réglementer cet état des lieux? Nous le souhaitons très vivement parce que nous sommes dans une totale inéquité entre le bailleur vertueux, entre guillemets, qui respecte l'intégralité des textes, des lois et de la décence des lieux, et celui qui ne respecte rien puisqu'il n'est pas poursuivi. Donc aujourd'hui, il y a urgence à trouver un équilibre à ce niveau. Et nous, au pire, si ce n'est pas dans la loi, il faudra impérativement que dans les ordonnances qui sont prévues, on puisse évoquer le sujet. On ne peut pas rester dans cette ambiguïté. Denis Brunel, liberté de louer ou louer en liberté. D'entrée, on parle de réglementer l'état des lieux, ça ne doit pas vous plaire. Permettez une
Petite remarque liminaire, sans entrer dans un débat philosophique, mais quand même, je pense que c'est pas inutile de dire deux mots sur votre introduction. Je trouve le titre formidable d'ailleurs. Hein, bon, et ça va conditionner, je pense, la suite du débat. Effectivement, la liberté dans les temps actuels devient une valeur clé. Hein. C'est la valeur qui dépasse toutes les autres aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'auteurs bien plus qualifiés que moi qui l'ont exprimé de manière très claire. La liberté dépasse, même lorsqu'il s'agit de fidélité, de loyauté, de tradition, etc. Bon. Et en même temps qu'on a l'émergence très forte de cette valeur de liberté dans notre société contemporaine, de l'autre côté, on est assailli de règlements, de normes, de lois, de contraintes, de codes, etc. Autrement dit, toute une série de choses qui vont précisément entraver la liberté. On est dans cette contradiction. Alors j'en viens, après ce petit détour. Ma question ne vous intéressait pas. Hein, c'était ça ma question. Ma question c'était... On parle de l'état des lieux. J'y viens. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le réglementer ou pas? Reconnaissez que le détour n'était pas long. Bon, est-ce qu'il faut le réglementer ou pas? Maintenant, sur la question précise que vous posez, évidemment, on a multiplié à l'excès un certain nombre de choses ces derniers temps. S'il s'agit de standardiser, oui, nous sommes d'accord. S'il s'agit de rempiler X documents, etc., qui chacun donnerait lieu à contestation, contentieux, etc., franchement, vous voyez mon appétit extrêmement faible. Mais standardisation, pourquoi pas? Oui. Standardisation, oui. Au point que ça soit une aide pour le bailleur, tout à fait. Il y aurait un cadre, finalement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez du côté de la CLCV? Nécessaire ou pas de réglementer l'état des lieux? Ou alors aujourd'hui ça fonctionne à peu près? Alors, il y a déjà quand même une certaine réglementation qui existe en matière d'état des lieux. C'est-à-dire qu'il est obligatoire. Après, la question qui se pose, c'est le niveau de qualité du logement. Et c'est plutôt ça, en fait, qui nous préoccupe. Et là-dessus, je crois que voilà, nous, on est favorable à ce que eh bien, les logements qui soient loués soient effectivement tous décents et que les logements qui seraient en mauvais état, il y ait une certaine contrainte pour le bailleur à effectuer des travaux de remise en état avant la mise en location de ce logement. Donc, est-ce qu'il faut davantage contraindre les propriétaires? Oui et non, dans le sens qui va effectuer les contrôles. Est-ce que le nombre de logements non décents est tellement important qu'on soit obligé de créer ce nouveau cadre dès l'état des lieux pour tout le monde? Il faut en fait qu'on puisse garantir une certaine qualité dans le logement qui est loué. Après, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir contrôler. Et c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, on a des logements qui ne sont pas décents. Par exemple, en termes de surface, on a entendu récemment un certain nombre de scandales sur des logements minuscules qui étaient loués. Ces logements n'auraient pas dû être loués, et pourtant ils l'étaient. Donc, comment vérifier qu'on ne met pas en location des logements qui ne devraient pas être loués? Sur le terrain, M. Borel, comment vous vivez ça? Puisque vous, c'est votre quotidien, alors. Sur le terrain, nous, je serais favorable à une professionnalisation de cet état des lieux. Parce que vous avez un agrément entre la chose et le prix. Donc il faut que les gens soient bien conscients de ce qu'ils louent et qu'on en ait une vue parfaitement objective. Or, on constate trop souvent que les états des lieux, c'est en 5 minutes, on parcourt l'appartement en disant « tout va bien ». Fermer le banc, et finalement ce n'est qu'ouvrir la porte à des litiges futurs. Donc avoir quelque chose qui soit en effet un état des lieux renforcé, on y est particulièrement favorable parce que nous sommes là pour le faire, et seul un professionnel peut savoir ce qui est un véritable état des lieux et anticiper les problèmes futurs, parce que nous les rencontrons, nous avons à gérer les problèmes, donc nous savons les anticiper. C'est une façon de mieux prévenir. Donc sur ce thème-là, on est à peu près tous d'accord à la tribune, du moment qu'il y a standardisation, dites-vous, M. Brunel, que ça n'est pas un carcan, mais un cadre... Si vous permettez, ce n'est oui. pas seulement un vocabulaire, parce que j'entends dans les propos de votre voisine de droite, s'il faut créer un
corps de contrôleurs, où va-t-on, hein? S'il faut ensuite qu'il y ait des inspections, etc. Nous avons évidemment, nous mettons à disposition de nos adhérents des formulaires standards qui paraissent assez bien faits. Donc voilà, après, s'il y a des contentieux, bien entendu, mais ne créons pas une administration qui va venir vérifier les locaux, s'il vous plaît. Oui, juste une précision. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le formulaire d'état des lieux dont vous parliez à l'instant, qui est le document sur lequel on fait l'état des lieux et qui, je crois, Madame Duflot envisage de faire un formulaire réglementé unique et ça, pourquoi pas. Effectivement, à ce moment-là, on aurait tous les mêmes règles et c'est très bien. Et ensuite, il y a effectivement l'état du logement. Ça, c'est un autre problème. Et je suis un peu d'accord avec vous. On va avoir du mal à créer des armées de contrôleurs. Et je ne suis pas sûre que ce soit notre objectif à tous. Non, la bataille n'est pas perdue parce qu'il faut que, à la fois du côté des locataires et du côté des propriétaires, eh bien, on connaisse tous très bien nos droits et nos devoirs pour que quand un logement est mis en location, on soit en capacité les uns et les autres, soit de dire ce logement est en bon état et il n'y a pas de problème, soit il nécessite des travaux et à ce moment-là, le propriétaire devra s'engager à les effectuer et le locataire doit, lui, connaître ses devoirs en matière d'entretien du logement durant la location. Mais c'est deux choses un petit peu différentes. Et là, je pense que M. Ginaud va me dire, mais les professionnels que nous sommes, notamment à l'UNIS, nous sommes les mieux placés pour réaliser cette... Je crains malheureusement qu'il faut quand même réaliser que nous ne sommes pas, comme on le dit en ce moment en politique, dans le monde des bisounours. Nous avons deux mondes qui sont totalement opposés. Il y a le propriétaire bailleur que je qualifie de vertueux qui respecte les textes, qui respecte son locataire, qui est un agent économique fondamental, pas assez respecté, on en reparlera. Il y a les exploitants de la situation. Et nous sommes au milieu à trouver des équilibres en tant que professionnels et nous souffrons d'un double constat. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune impunité, en toute impunité, il n'y a aucune sanction pour le bailleur qui ne respecte pas, quel qu'il soit, qui ne respecte pas les textes, parce qu'il n'y a pas de contrôle et parce que comme il y a des zones tendues et que personne n'osera aller, on ne bouge pas. Donc c'est l'exemple que je dis souvent du chauffard qui rentre à 200 à l'heure dans un village. La seule sanction qu'il encourt, c'est que la police lui dise « vous recommencez le passage du village à 50 ». Pourquoi est-ce que personne ne tenterait pas le coup? Le second point, c'est que nous, professionnels, nous sommes confrontés à des remarques de nos confrères nous disant qu'ils se font moquer d'eux par des particuliers amis qui gèrent directement, sans respecter quoi que ce soit. Vu la pénurie, il n'y a aucun souci pour louer et ne pas s'enquiquiner avec les diagnostics et autres états des lieux draconiens, puisque de toute façon, il n'y a pas de sanction. Alors, il faut être très lucide. Où il y a deux rythmes en France, celui qui n'est pas contrôlé et celui qui est surcontrôlé, et nos clients sont surcontrôlés parce que nous sommes visibles, il y a dans ce cas-là un aveuglement totalement dangereux, parce que c'est au détriment de la sécurité, il faut être très clair. Nous avons tous vu des logements loués d'une façon indécente, en toute insécurité et surtout en toute absence de sanctions possibles, parce qu'il n'y a pas de contrôle. On peut être dans un schéma très simple, celui qui, par la loi, ne respecte pas cette norme de grille sans être un carcan complètement fou, mais on sait très bien qu'il y a des abus, on en a souvent parlé, par exemple, Brunel Ensemble, où il y a des limites qui sont dépassées et qui sont très négatives pour tout le monde, tant pour l'image des bailleurs que des professionnels, et ça, nous devons impérativement en sortir. Dans ce cas-là, il y a sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à l'interdiction de louer. Si on ne fait pas peur, en France, on n'obtient rien. Or, aujourd'hui, il y a deux rythmes locatifs. Il y a celui qui fait n'importe quoi et celui qui respecte tout. Et à l'arrivée, il y a un perdant, c'est celui qui est visible et qui est sanctionné sur le plan économique de A à Z. Il faut en sortir. Je note quelques phrases au passage. En France, si on ne fait pas peur, on n'obtient rien. Je peux rajouter juste Mais un mot. oui, justement, parce que j'allais vous relancer justement sur le fait que la suite logique de notre conversation, c'est d'aboutir à ce qu'on pourrait qualifier, c'est sans doute excessif, de permis de louer. Est-ce qu'il faut en arriver à un permis de louer qui serait délivré aux bailleurs qui souhaitent... Alors là aussi, attention, bon, on a bien compris développer les papiers, etc. Par contre, moi, je souscris totalement à ce que vient de dire le président Gillot. Il n'est jamais été dans nos intentions, ni dans nos actes, ni dans notre comportement de soutenir ou de défendre l'indéfendable et les bailleurs indélicats, scandaleux, etc. Donc, qu'ils soient sanctionnés, je suis 100% d'accord, et moi, je souscris à ce qui vient
à ce que vous avez dit, Président. Moi, je suis absolument d'accord qu'on sanctionne durement ceux qui font n'importe quoi. Ça, c'est tout à fait d'accord. Le permis de louer. C'est dangereux, parce que la notion de permis, je pense que vous êtes d'accord tous autour de la table, où on va, et ce serait à la limite un frein à la location. Il faut être prudent. Une déclaration préalable. C'est plutôt dans ce schéma-là, oui. Par rapport à l'état locatif, hein, à l'état des lieux. Mademoiselle, vous voulez dire un mot? Oui, nous on a quelques réserves sur le permis de louer, parce que même si l'intention est bonne et va dans notre sens, hein, on estime qu'on n'a pas les moyens ensuite de pouvoir vérifier ces permis de louer. Donc plutôt faire une déclaration préalable sur une mise en location, mais surtout, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est plutôt de renforcer les sanctions vis-à-vis des bailleurs indélicats. Je pense que c'est plus profitable pour l'ensemble du système que de mettre en place un... C'est déclaratif, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de louer, on est en train de commettre un acte qui entraîne de la sécurité pour l'ensemble des parties juridiques et techniques. Il est quand même possible de savoir que s'il n'y a pas de respect de cet acte officiel, il y a sanction, ce qui n'existe pas aujourd'hui, oui, ou tellement peu. Or, c'est là où il y a un problème de sécurité qui rentre en ligne de compte, où quand on devient bailleurs sérieux ou professionnels qui accompagnons les bailleurs sérieux, la difficulté est que parfois on les embête, parce que la réglementation est très lourde par rapport à celui qui dans son coin fait n'importe quoi, sans sanction, j'y reviens. J'aimerais que notre ami confrère... Monsieur Borel, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question de permis de louer ou de déclaration préalable? Est-ce que vous paraît justifié et nécessaire? Si vous voulez, les biens que nous avons à gérer, la plupart du temps, sont quand même des biens que les personnes ne gèrent pas par eux-mêmes. Donc, moi je vois pas une particulière hostilité à une déclaration préalable, dans la mesure où nous nous conformons à la réglementation, et que les seuls qui pourraient avoir peur à cette déclaration pourraient être justement les propriétaires qui s'affranchissent de toute réglementation. Donc je pense que comme les professionnels engagent leur responsabilité quand ils signent un bail, ils peuvent tout à fait faire une déclaration, si ça ne reste qu'à une simple déclaration, bien évidemment. On ne veut pas contraindre. Une déclaration qu'on n'a pas la possibilité de vérifier dans le fond, ben oui, ça devient compliqué. Peut-être bien que la déclaration n'est pas vérifiée, mais en tout cas c'est un engagement solennel. Nous accomplissons des engagements solennels tous les jours, par plusieurs dizaines. Il y en a plein qui font les propriétaires n'ont pas dans les yeux solennellement un certain nombre de choses, et puis le lendemain, les propriétaires n'ont pas toujours conscience, quand ils signent eux-mêmes les baux, de ce que ça entraîne. Nous, la plupart du temps, quand on récupère des dossiers auprès de propriétaires particuliers qui ont loué aussi bien pour du logement que pour des commerces, ils ne sont pas du tout au courant de ce qu'ils ont signé. Ils ont fait ça à la légère. Nous, on est là pour apporter cette garantie qui fait que nous sommes, je vous dis, on engage notre responsabilité. On ne peut pas l'engager 1000 fois. Nous, à partir du moment où on a été condamné une fois ou on a eu un problème une fois, on essaie de ne pas le répéter. Comme le disait M. Ginaud, nous, on est en voiture tout le temps. Donc, vous ne roulez pas à 200 dans un village. Donc on ne roule pas à 200 dans un village. Je pense qu'il ne faut pas non plus déconnecter la problématique de l'état des lieux, de la décence des logements et de cet aspect locatif du montant du loyer qui va suivre. Parce que nous savons pertinemment que nous allons vers un encadrement qu'on évoquera, et la valeur locative est aussi liée à l'état des lieux. Alors attention à ce que l'on bloque. Je ferme la parenthèse parce qu'on va y revenir. Oui, je voulais dire que peut-être que le fait de réglementer le contrat de location, comme il est envisagé, je crois, dans le futur projet de loi de Madame Duflot, en définissant peut-être plus précisément les rôles et obligations de chacun, pourrait répondre un petit peu à votre préoccupation. En fait, nous le respectons. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. Si vous voulez, au contraire, je pense que la moitié, je crois me souvenir d'un débat auprès de la préfecture, la moitié des bailleurs parisiens ne possèdent qu'un logement. Donc il faut bien que cette moitié ait conscience et c'est eux finalement qui... C'était en l'occurrence sur la prévention des expulsions. Et on voit bien qu'en fait, les professionnels ne sont pas concernés. Ceux qui enfreignent la réglementation sont bien les particuliers. Et parce qu'en fait, ils se pensent affranchis, ils ont l'impression que nos actes sont des actes légers, alors qu'au contraire, nous sommes là pour
pour accomplir des actes graves. Et là, je vous rejoins En là-dessus. clair, il faudrait rendre obligatoire le recours à un professionnel et, si possible, de l'UNIS. Un mot juste de complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que, sans vouloir faire allusion à des événements récents qui nous éloigneraient de notre sujet, une déclaration non contrôlée, on voit bien que ça pose problème. Autrement dit, si on fait une déclaration, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde le papier, qui le contrôle, qui éventuellement pose des questions, etc. Donc on entre dans une gigantesque administration. Donc je suis réticent. En revanche, qu'un texte définisse très précisément ce qu'est un logement décent, que le propriétaire, dans le fameux document dont on vient de parler, dise qu'effectivement, il se conforme à ce qu'est un logement décent et que des sanctions très graves soient ensuite encourues en cas de franchissement de la ligne jaune, ça me paraît très bien. Bon, alors attendez. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Je vois des personnes qui prennent des notes. Donc, à la fin de nos petits débats ici, je sens qu'on va avoir quelques réflexions, voire même quelques interpellations. Donc, la suite logique, c'est... Alors, juste un mot d'abord encore sur ce chapitre. Les diagnostics, chaque fois qu'il m'est offert d'animer ce genre de débat, j'entends les professionnels qui se plaignent, il y a trop de diagnostics, les termites, la chaleur, le machin, etc. etc. Il y en a trop ou il n'y en a pas assez? Ou il y a juste ce qu'il faut? Je pense qu'il y a juste ce qu'il faut. Ce qui pose problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de valeur contraignante par rapport au diagnostic. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas fournis, il n'y a pas de pénalisation du propriétaire qui ne les donne pas. Donc c'est ça qui est embêtant. Et vous pensez qu'il y en a trop? Je pense qu'on en crée un nouveau tous les 2 ans ou tous les ans. C'est ça le problème. Mais nécessaire ou pas? Parce que... Oui, resterait à savoir si on ne pourrait pas les simplifier, les regrouper, enfin, avoir un peu moins de papier, ça ne serait pas plus mal, mais que dans le fond, je ne conteste pas qu'ils ont du sens. Maintenant, dans le cadre des travaux actuels sur l'allègement des contraintes, des normes, etc., ça me paraît aussi être un bon sujet. Étienne Ginaud. Monsieur Allègre, il y a quelques années, a décrit le fait que le devoir de précaution, c'était en fait la dictature de l'incompétence. On y est arrivé totalement. Parce que c'est tellement énorme que la moitié des bailleurs ne font pas les diagnostics. Je parle des privés. Et qui ignorent même qu'il est obligatoire de les faire. Je ne parle pas de l'encadrement des loyers sur lesquels on va arriver. Bon. Vous en avez d'autres d'allègres, comme ça on expurge le truc. Ça lui a pas réussi, vous avez vu, il est beaucoup fatigué. Peut-être qu'il avait raison. Que vous disent vos clients? Qu'il y a trop de diagnostics, forcément, c'est toujours trop cher. C'est la réflexion de tout à l'heure. C'est que nos clients ont des amis, et leurs amis leur disent mais c'est tellement plus simple de ne pas le faire, je ne comprends pas pourquoi ton gérant va prendre autant de délicatesse, de précautions pour ses locataires, parce que de toute façon, ils font la queue derrière. Ah, ça se passe comme ça à Paris? Donc, nous, en tant que professionnels, nous les faisons. Et nous en tenons compte, parce que combien regarde... Enfin, même le propriétaire, si vous voulez, même s'il fait ses diagnostics, il n'en tient pas compte. Parce qu'on sait qu'il y a du plomb dans les peintures, et alors la plupart d'entre nous, on va quand même beaucoup plus loin. Enfin, c'est des vraies contraintes, et c'est beaucoup de temps à consacrer à ce type de gestion. Donc, tant qu'ils n'ont pas d'accident, puisqu'il n'y a pas de contrôle, tant qu'il n'y a pas d'accident, ils ne se rendent pas compte de l'impact. Et après, on va sortir des cas très particuliers où on va montrer quelqu'un qui a été sanctionné considérablement, de façon même disproportionnée, mais c'est vrai que la grande majorité, qui ne passe pas par des professionnels, se retrouve avec ces problèmes-là. Mais ceux qu'on stigmatise systématiquement sont des gens qui ne sont pas assistés. Oui. Juste un petit point. Le fait de louer un logement en bon état, en sachant qu'il y a du plomb ou je ne sais pas, autre chose, ça a aussi un intérêt pour le propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il ne loue pas que pour le locataire. C'est-à-dire qu'il a aussi un intérêt quand même à louer un logement en bon état. C'est son bien. Donc il va avoir gagner de la valeur dans le temps et il a tout intérêt à louer un logement en bon état. C'est bien pour ça que nous conseillons à nos clients d'être vigilants. Ce diagnostic, il faut le faire, mais non seulement il faut le faire, mais en plus, il faut en tirer des conclusions. Nous, on est là pour les conseiller. On est justement cet intermédiaire nécessaire quand je vous dis qu'il faut faire appel à un professionnel entre l'application de la réglementation
et les clients. On fait des efforts de pédagogie qui sont énormes. Nous risquons notre travail pour expliquer la réglementation. Non mais attendez, là, quand même pas trop. Il dit ça en se mettant la main sur le cœur mandat, et tout. Non. Le mandat nous est retiré. Enfin, il y a même il y a certainement des confrères qui s'affranchissent de ces règles, en font la publicité, mais après ils font courir des risques à leurs clients, mais à leur propre responsabilité.